Alors rassurez-vous, j'ai presque terminé, c'est juste quelques photos pour illustrer ces trois types d'artisanat. Donc un artisanat qui a été notamment documenté par plusieurs articles dans Khmer Renaissance. Et avec des choses encore très intéressantes à observer, notamment des outils de ce type, donc des tours encore utilisés ici pour former des petites cloches. Alors ici un exemple je crois d'artisanat plutôt dédié au marché touristique, mais avec toujours l'utilisation des moules creusés qu'on a vu plus tôt. Donc là un autre exemple de fonderie à Siem Reap. Et puis donc je parlais aussi des fontes rituelles, donc certaines ont été documentées, notamment cette fonte en 94. Donc là une fonte d'image du Bouddha, et là on voit de manière intéressante des fidèles qui viennent offrir leurs propres bijoux pour la fonte de la tête. Donc le résultat final de cette fonte. Et un dernier exemple que vous devez reconnaître. Merci pour votre attention. Tout d'abord, Brice, merci beaucoup pour cet exposé qui m'a vraiment beaucoup intéressé. Il y a quand même un certain nombre de questions qui se posent, mais je voudrais seulement poser une seule. Au début, tu dis qu'il y a cet officier de marine français qui dit qu'il y a au Cambodge deux fonderies, ou deux sortes de fondeurs, des cloches et des statues. Qu'en est-il de la fonte de canon? Parce que c'est une fonderie royale, ils ont fondé un canon, c'est la prérogative du roi. Alors on a, à ma connaissance, peut-être. Oui. Est-ce que vous pouvez traduire la question? សំណួររបស់លោកនេះគឺថាយើងនិយាយមិញការសិតហើយវត្ថុអីនេះប៉ុន្តែគាត់ចង់ដឹងថាចុះអំពីការសិតនិយាយពាក្យខ្មែរមែនតើថាកណុងសិតកណុងនោះវាយ៉ាងម៉េចវាចប់ពីកាលឬក៏មានតទៀតឬក៏អ្នកណាជាអ្នកសិតទេណា Donc oui, il y a eu un article qui a été publié il y a quelques années sur les canons au Cambodge. Donc, on connaît beaucoup de canons de différentes origines, des canons européens, des canons vietnamiens, siamois, et je crois il y en a moins donc produits au Cambodge. On a la mention dans les chroniques royales donc,
l'installation à Udong de Sadae, à côté de forgerons et de fondeurs, on dit pour, je crois, produire des armes. Alors, je crois que le terme, en fait, ce serait intéressant de regarder le terme khmer dans les chroniques, voir est-ce que ces armes pourraient être des canons. Donc c'est dans la première moitié du XVIe siècle. មានអត្ថបទមួយនោះជ្រៅជ្រះណាស់ដែលនិយាយពីរឿងហ្នឹងគឺរបស់លោក Gregory Michael Young ណាអំពីការសិតអានេះកំភ្លើងធំហ្នឹងភ្លើងត្បាល់កំភ្លើងអីហ្នឹងពីយូរដែរហើយណាសតវត្សទី16 17អីចឹងទៅនៅក្នុងទស្សនីយវដ្តីឧទ័យប៉ុន្តែខ្ញុំភ្លេចលេខហ្នឹងឧទ័យលេខប៉ុន្មានបាទជួឧទ័យលេខ11អីក៏មិនដឹងសូមជម្រាបបើបងចកថាអញ្ជើញមើល website ចុះសធរទៅបើកនៅកន្លែងឧទ័យហ្នឹងទៅយើងអាច download ស្អីក៏បានដែរអត់ណាយកលុយទេប៉ុន្តែ download ហើយយកអានផងខ្ញុំទុកចោលវាយកចេះ Oui, j'aurais aimé que soit précisé, enfin, dans l'activité de l'auteur. Donc, il est formé à l'école des arts. Il est professeur à l'école des arts. Alors, est-ce que tu peux juste rappeler de quoi? Mais est-ce qu'il a exercé? C'est-à-dire, est-ce qu'il a produit? Est-ce qu'il a été fondeur? Enfin, quelle était sa... Alors, donc, il a... Sur l'enseignement à l'école des arts, j'avoue que... Enfin, c'est pas encore très clair pour moi. Donc, il a été loclo, il a été enseignant, mais je ne sais pas s'il enseignait ici ou s'il enseignait chez lui. Et donc, il a appris... donc, je crois qu'il y avait une espèce de bagage général, dessin, sculpture et fonte. Donc, je ne sais pas s'il était spécifiquement fondeur ou il maîtrisait, en fait, ce qu'il a écrit sur l'architecture, sur la fonte, sur le fer, sur la sculpture. Donc, je ne sais pas s'il était effectivement fondeur. Krau ពីរឿងសំណួររបស់លោកគឺថាក្រៅពីរឿងដែលគាត់បង្រៀននោះណាក្រៅពីការបង្រៀនតើគាត់រស់ស៊ីហ្មងណាអញ្ចឹងវាស្រួលទៅដល់រស់ស៊ីសិតរូបទាំងអស់ហ្នឹងទេជាអាជីពរបស់គាត់ផងទេក្រៅពីរឿងបង្រៀនហ្នឹង Si je peux me permettre de donner une opinion, dans les années 60 et 70, peut-être jusqu'à la fin jusqu'à avant les Khmers rouges, il y avait ici, faisant partie de ce complexe, un endroit qui s'appelait en khmer Sachivakam, en français corporation, tout court, corporation. On vendait des objets. On vendait des objets, je suppose que ça venait directement de la production des élèves et des professeurs d'ici, et ça aurait permis en même temps aux professeurs et aux étudiants de gagner un peu d'argent, je pense. C'était des objets assez raffinés. Mais ça jusqu'aux années 70. Merci Brice pour cette présentation. J'avais juste une petite question, je ne sais pas, peut-être que c'est précisé dans le livre, mais je me posais la question un peu de l'intentionnalité du livre. C'est-à-dire, est-ce que il y a une introduction, je présume, est-ce qu'il précise en fait pourquoi il écrit ce traité? Est-ce que c'est une démarche, je veux dire, par exemple, ethnologique? Est-ce qu'il y a vraiment, on sent une volonté particulière? Pourquoi en fait ce livre a été écrit? Il y a son intérêt, il y a le fait que ça, certainement ça lui fait plaisir de diffuser ce savoir, mais à l'origine c'était quand même une commande de Madeleine Giteau, qui est une chercheuse. En fait, donc, il y avait eu déjà cette relation sur le traité, sur la construction des édifices, et donc après, donc, ça l'intéressait. Alors même, c'est précisé, je crois que c'est François Bizot, donc, qui nous dit qu'elle était intéressée par les rites sur la fonte des statues du Bouddha.
Donc c'était, je crois, sa demande première, et ensuite donc, il a produit ce traité. Merci beaucoup Brice, oui, pour cette très belle présentation. Pour un petit peu dans le sens de la question de Dominique, est-ce que aussi il est fait mention d'évolution dans les techniques, puisqu'il a observé ces techniques pendant très longtemps, d'après ce que j'ai compris, et donc est-ce qu'il mentionnerait des techniques qui changent, qui évoluent, et est-ce que aussi dans la fabrication des statues, est-ce qu'il explique qu'une grande statue de Bouddha et sera fabriquée différemment d'une plus petite, par exemple? Enfin, donc en fait c'est davantage un travail de compilation, c'est-à-dire tel chapitre va être écrit à partir de données des années 20, tel autre à partir des années 50, et donc il y a, alors mais je ne crois pas qu'il mentionne des évolutions de techniques, et en fonction de la taille des statues, je crois qu'il doit évoquer par exemple la fonte pleine ou la fonte en creux, ce genre de choses. Là, il peut être un peu plus précis. Ou même, il évoque aussi la technique, je parlais du moule creusé, creuser et moule ensemble pour certains types d'objets. En tout cas, pas de données sur l'évolution des techniques. Tu parles très vite, Daniel, en fin de journée. Est-ce que tu pourrais me la synthétiser en français? Oui, s'il te plaît. Oui, non, c'est juste... donc aujourd'hui, le sujet donc, du séminaire, c'était sur la connaissance de la fonte au Cambodge, donc la connaissance qu'on a appris donc, à travers des documents français, fait par les Français, donc fin 19e siècle, à l'époque coloniale, et donc en fait, on termine notre connaissance avec le livre de professeur Yang Xian. Donc ma question c'était pour savoir est-ce que à travers ces connaissances qu'on a aujourd'hui, est-ce qu'on pourrait espérer en fait de comprendre en fait la technique de la fonte au Cambodge, mais dans des époques plus anciennes, notamment dans l'époque post-coréenne, voire en coréenne. Est-ce qu'on pourrait imaginer une sorte d'évolution en fait, quelque chose comme ça? Alors, en fait, pour ces époques, malheureusement, on n'a pas d'écrit, mais par contre, on a beaucoup de vestiges. Donc on a tous les bronzes qui ont été produits, statues et objets qui eux-mêmes livrent beaucoup d'informations sur les techniques. Et puis aussi, maintenant, on a des sites de production qui sont connus, des fonderies. Donc il y a la fonderie du Palais Royal d'Angkor Thom, qui date du 11e, 12e siècle. Et puis aussi, il y a une autre fonderie qui était connue des chroniques royales de Bum Samret à Udon, qui date de la première moitié du 16e. Et donc là, on apprend directement des choses donc, sur les techniques de ces époques. Après, justement, l'intérêt maintenant, c'est maintenant qu'on a ces pièces du puzzle, c'est de les réunir et d'essayer de retracer l'évolution des techniques. Mais il y a déjà des choses qu'on peut proposer en fait sur j'avais montré là le tour utilisé
Udong. Ce type de tour, moi j'avais proposé donc une utilisation, enfin même type d'outil utilisé à l'époque en coréenne pour produire un vase. On voyait des traces de tours, etc., des traces de polissage dessus. Donc c'est, enfin voilà, on peut déjà proposer des cas de continuité technologique. Mais évidemment, donc, il y a beaucoup de travail à faire et j'encourage vivement les étudiants à se consacrer à l'étude du métal. Bonjour, monsieur. Can I speak English? Oui. I'm Kamra Gimha from Major Architecture and Foundation year. Pardon me if I didn't catch any part, but I have a question that is there any of the lost back casting here in the city Phnom Penh here that we can see with our eyes in real time? So in Phnom Penh, not to my knowledge, so before there was a furnace so just nearby, inside the Royal University of Fine Arts. But for instance, if you go to Udong, Psadai, you can see some example of foundries doing lost wax casting. Also Pleiso, there is one foundry. So Pleiso now is in Phnom Penh, so Pleiso, and where there is also a foundry there. So yeah, maybe some of you know other examples. Merci beaucoup, monsieur. De rien.ខ្ញុំសូមសួរជាភាសាខ្មែរខ្ញុំអត់ចេះប្រាំងទេខ្ញុំសូមសួរថាសភៅហ្នឹងពេលណាដែលគាត់ចេញលក់ហើយខ្ញុំចង់ដឹងថាមានក្បួនណាដែលរៀបរាប់ពីការធ្វើអាវុធបុរាណទេ ដែលតាមគម្រោងនោះលក់ពេលណាលក់មិនដឹងប៉ុន្តែតាមគម្រោងនោះដល់ខែមិថុនាតាមខ្ញុំយល់តែចុងខែមិថុនាឆ្នាំ 2018 យើងនឹងបកគលអីទាំងអស់ឲ្យរងពុំនោះវាអាចជាមួយខែ2ខែទៅប៉ុន្តែដល់ទៅលក់នៅនេះវានៅក្នុងឆ្នាំ 2018 ទេតាមយោបល់ខ្ញុំណា បាទអាហ្នឹងនិយាយពីរឿងភៅហ្នឹងនិយាយពីរឿងមួយទៀតមានអ្វីធ្វើនិយាយពីសភាវុធអញ្ចឹងណាខ្ញុំដូចជាមិនដែលដឹងទេតែលោកអាណាគេដឹង est-ce qu'il y a des manuscrits sur des armements ce genre de armements oui c'est des armements traditionnels mais il y a le travail du fer peut-être ce manuscrit là qui parlait ប្រហែលជា សិលាណែឯកសារដែលនិយាយមិញថាមានមួយទៀតនិយាយពីការពីដែកណាប្រហែលជាមាននិយាយប៉ុន្តែបាត់ទៅណាអានេះយើងនិយាយពីសភាវុធប្រពៃណីណាមិនសភាវុធដូចកូរ៉េខាងជើងទេអានោះ បាទឯកសារហ្នឹងវាមិនដឹងជាបាត់ប៉ុន្តែតាមស្មានមើលប្រហែលជាបាត់ច្រើនជាងមិនបាត់ណាប៉ុន្តែមិនទាន់ហ៊ានថាឲ្យបាត់ណា Merci beaucoup pour votre présentation et merci beaucoup pour votre travail aussi. Je veux parler français un petit peu, alors je vais proposer une question en khmer. Nhưng trong xưaខ្ញុំចង់សួរថាតើប្រពៃតាមរយៈការស្រាវជ្រាវហ្នឹងស្របចុងក្រោយមានការធ្វើលោហៈ
ការស្វិតលោហៈហ្នឹងមាន3បែបនៅស្រុកខ្មែរអញ្ចឹងចង់សួរពីរបែបខាងលើទី1 rural craft and commercial craft ហ្នឹងចង់ដឹងថាពីរហ្នឹងពេលដែលគេធ្វើអញ្ចឹងគេធ្វើពេលដែលមុនគេស្មិតរូបអញ្ចឹងគេធ្វើកិច្ចពិធីទៅឲ្យព្រះពិស្ណុកានៅតាព្រះពិស្ណុកាអញ្ចឹងចង់ដឹងថាតើប្រពៃណីហ្នឹងនៅបន្តមានទៀតអត់សម្រាប់អ្នកនៅ rural ហើយនឹង commercial craft ហ្នឹងហើយបើសិនជាអត់បន្តទេតើបាត់បង់ដោយសារមូលហេតុអីអរគុណ Pour répondre sur on a visité récemment un atelier à Simri, celui que j'ai montré, qui est plutôt destiné au marché touristique. Mais on a quand même un hôtel à Pishnukar, et c'est Pishnukar avec 8 bras et des attributs d'artisans. Donc il est là. On a demandé justement s'il y avait un rituel fréquent ou alors c'est pas forcément donc, tous les jours ou à chaque fond qu'on va faire des offrandes, etc. Mais l'hôtel est présent. Je crois que c'est la même chose à Plaisor, l'hôtel est présent dans un coin de la fonderie. សំណួររបស់លោកក្មួយនោះមិញគឺថាណាការសិតលោហៈនឹងដែលសិតដើម្បីធ្វើរបស់របរប្រើប្រាស់ហើយនឹងសម្រាប់ជាចំនួននោះតើវាក្នុងនឹងជំនឿនោះនៅដល់ណាតើគេបោះបង់ចោលព្រះពុទ្ធនុកាក៏អត់ដែរណាចម្លើយមិញគឺថាបើយើងយកឧទាហរណ៍រោងជាងស្មិតនៅសៀមរាបដែលគាត់បង្ហាញរូបតិចមិញហ្នឹងគឺថានៅកន្លែងរោងជាងហ្នឹងមានដែរមានរៀនណារៀនប្រពឹសការណារៀនប្រដាប់ប្រពុទ្ធការដែរតែដោយថាដល់ត្រឹមណាមិនដឹងស៊ីរពើអង្គប្រលងទេណារៀបពងខ្ញុំធ្លាប់ខ្ញុំអត់បានស្រាវជ្រាវទេប៉ុន្តែខ្ញុំអាសាដើរទៅកន្លែងជាងដែកនេះជាងដែកនោះមើលទៅណាបើសិនតែខ្ញុំនិយាយពីរឿងជាងដែកវិញអ្នកដំដែកណាអ្នកដំដែកគឺបោះបង់ចោលច្រើនដែរសប្តាហ៍នេះណារាប់បញ្ចូលទាំងអ្នកដំដែកដែលបកែនោះមានការបោះបង់ចោលច្រើនបោះបង់ពីមុនអត់ទេពីមុនបើជាងចាមអត់មានមែនប៉ុន្តែអត់មាននឹងគេមានស្អីទៀតមិនដឹងទេណាព្រោះអត់មានពុទ្ធនុកាទេបើជាងខ្មែរត្រូវតែមានហើយថ្ងៃសិលគេអត់ដំទេប៉ុន្តែសប្តាហ៍ថ្ងៃស្ទើរទាំងអស់សិលទេដំទាំងអស់ça c'est pour les forts ordinaires les outils en fer avant 4 fois par mois il n'exerçait pas parce que c'était des jours dits saints et ce sont des jours chômés quoi. Et puis ils respectaient ils avaient une espèce de culte au Prapisnuka mais il y en a de moins en moinsបណ្ដាចេះខ្ញុំសូមអរគុណអស់លោកដែលបានចេញមកពីយើងត្រូវបិទនេះទៅយើងខ្ញុំនោះមានការតទៀតណាសូមអរគុណដែលបានអញ្ជើញមកហើយសូមអរគុណលោក Brice ដែលបានធ្វើប្រធានបទនេះណា